Le café en terrasse de la 5e avenue brillait sous le soleil de l'après-midi, ses parasols blancs projetant des ombres élégantes sur les tables où l'élite new-yorkaise se retrouvait pour des déjeuners tranquilles. James Hartwell était assis à l'une de ces tables, consultant des contrats sur sa tablette pendant que sa fille Sophie, âgée de 5 ans, chipotait dans une assiette de pasta Primavera qui coûtait plus cher que ce que certaines personnes dépensaient pour une semaine de course. À 38 ans, James avait transformé Hartwell Industries, une petite start-up technologique, en une entreprise valant des milliards. Il avait sacrifié des relations, le sommeil et d'innombrables moments personnels pour atteindre le sommet du succès. Son mariage avait fait partie de ces sacrifices. Sa femme était partie 3 ans plus tôt, incapable de rivaliser avec son obsession pour le travail, ne prenant rien lors du divorce excepté sa liberté. Sophie, heureusement, était restée avec James, même s'il se demandait souvent si c'était vraiment le mieux pour elle vu le temps qu'il passait au bureau. Aujourd'hui devait être différent. C'était samedi et James avait réellement libéré son emploi du temps pour passer l'après-midi avec Sophie. Déjeuner dans son café préféré, puis peut-être le parc ou un musée. Du temps de qualité, comme disaient les livres sur l'éducation des enfants. Même s'il soupçonnait qu'il n'y arrivait pas très bien, vu la fréquence à laquelle il vérifiait son téléphone pour les messages du bureau. « Papa, regarde », dit soudain Sophie en tirant sur sa manche. « Pas maintenant, ma chérie. »« Papa lit quelque chose d'important », répondit James automatiquement, sans lever les yeux d'une proposition d'acquisition qui ne pouvait absolument pas attendre lundi. « Mais papa. »« Sophie, s'il te plaît, donne-moi encore 2 minutes. » Sa fille se tut, mais James sentait son attention fixée sur quelque chose au-delà de leur table. Quand il leva enfin les yeux, agacé par la distraction, il suivit son regard pour voir ce qui avait capté son intérêt. Assise sur le trottoir à environ 6 mètres de leur table, se trouvait une jeune femme, probablement dans la mi-vingtaine, portant une robe beige élimée qui avait clairement connu des jours meilleurs bien meilleurs. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon désordonné et ses pieds nus étaient sales à cause de la rue. Devant elle était posé un petit gobelet en fer blanc contenant quelques pièces et une pancarte en carton écrite à la main, « Sans abri, j'ai faim. Tout aide. Que Dieu vous bénisse. » James ressentit le malaise habituel qui surgissait toujours face à la pauvreté visible. Il préférait sa charité à distance. Don déductible d'impôts à des organisations réputées, gala de collecte de fonds où il pouvait signer de gros chèques et se sentir vertueux sans jamais rencontrer les personnes qu'il était censé aider. « Papa, elle a l'air d'avoir faim », dit Sophie d'une petite voix mais déterminée. « Est-ce que je peux partager ma nourriture avec elle ?»« Sophie, ce n'est pas approprié. » Répondit James doucement, jetant un coup d'œil autour pour voir si d'autres clients avaient remarqué l'intérêt de sa fille pour la femme sans abri. On ne peut pas aborder des inconnus comme ça. Mais tu dis toujours qu'on doit aider les gens qui ont besoin d'aide, fit remarquer Sophie avec la logique implacable de l'enfance. Elle a besoin d'aide. Elle est assise par terre et elle n'a rien à manger. Et nous, on a tellement à manger que je n'arrive même pas à tout finir. James regarda l'assiette de sa fille. Elle avait mangé peut-être un tiers de la généreuse portion. Et il savait par expérience qu'elle n'en mangerait pas beaucoup plus. Le repas coûtait $35. Sophie avait raison. Ils avaient largement de quoi. C'est compliqué, dit James, l'explication inadéquate que les adultes offraient toujours aux enfants quand ils ne voulaient pas admettre des vérités inconfortables. Il existe des organisations qui aident les sans-abri, des refuges, des banques alimentaires. Elle devrait aller dans l'une d'elles. Pourquoi elle n'y va pas, demanda Sophie. Je ne sais pas, Sophie. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Peut-être qu'elles sont pleines. Peut-être qu'elle a ses raisons. Alors on devrait l'aider, insista Sophie avec la certitude simple d'un enfant qui n'avait pas encore appris à détourner le regard de la souffrance. Parce que si les organisations ne peuvent pas l'aider et que nous, on peut, on ne devrait pas. James sentit quelque chose d'inconfortable se tordre dans sa poitrine, de la honte peut-être, ou la reconnaissance que sa fille de 5 ans possédait une compassion qu'il avait perdue quelque part dans son ascension vers le sommet. D'accord, dit-il enfin. On peut lui donner tes restes. Mais c'est moi qui vais le faire. Toi, tu restes ici. Non, dit Sophie avec une fermeté surprenante. Je veux le lui donner moi-même. Tu as dit que c'était important de voir les gens, pas juste leurs problèmes. De les regarder dans les yeux et de les traiter comme des personnes. Tu l'as dit quand on a donné de l'argent au monsieur qui jouait du violon à Noël. James l'avait effectivement dit,
lors d'un rare moment de sagesse parentale. Il avait expliqué à Sophie qu'il fallait traiter les employés de service et les artistes de rue avec respect et dignité. Il n'avait pas prévu qu'elle appliquerait la leçon de manière aussi littérale et à un moment aussi inopportun. « Très bien, céda James. Mais je viens avec toi. » Il fit signe au serveur pour un contenant à emporter, puis aida Sophie à transférer soigneusement ses pâtes non terminées dedans. Sophie insista aussi pour inclure le panier de pain intact et l'assiette de fruits que James avait commandé plus par habitude que par faim. Ensemble, ils s'approchèrent de la jeune femme sur le trottoir. De près, James vit qu'elle était plus jeune qu'il ne l'avait pensé, probablement début de la vingtaine. Avec des yeux verts qui portaient une lassitude née d'une vie difficile, elle observa leur approche avec l'attention prudente de quelqu'un qui avait appris que l'attention des inconnus riches pouvait aller dans les deux sens. « Excusez-moi. » dit Sophie poliment, avec la voix soignée qu'elle utilisait avec les adultes qu'elle ne connaissait pas, « Je m'appelle Sophie. On déjeunait là-bas et je n'ai pas fini toute ma nourriture. Est-ce que vous la voulez? Il y a des pâtes, du pain et des fruits. » La jeune femme fixa Sophie, puis James, essayant visiblement de déterminer si c'était sincère ou une forme de cruauté élaborée. James avait entendu des histoires de gens qui se moquaient des sans-abri, les filmaient pour les réseaux sociaux, transformaient leur souffrance en divertissement. « Ce n'est pas un piège, dit James doucement. Ma fille vous a vu et elle a voulu partager. Si vous voulez la nourriture, elle est à vous. Sinon, aucun jugement. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Merci, » murmura-t-elle en acceptant les contenants des mains de Sophie avec des mains tremblantes. « Merci beaucoup. Je n'ai rien mangé depuis hier matin. »« Comment vous vous appelez ?» demanda Sophie avec l'amitié intrépide de l'enfance. « Emma, » répondit la femme. « Je m'appelle Emma. »« Enchantée, Emma, » dit Sophie solennellement. « Je suis désolée que vous ayez faim. Ça doit faire vraiment mal. »« Oui, c'est vrai, » admit Emma. « Mais ça aide. Ça aide énormément. Tu es très gentille. Je peux vous demander quelque chose ?» dit Sophie, et James se raidit, incertain de la question innocente mais potentiellement blessante que sa fille pourrait poser. « Pourquoi vous êtes assise dehors? Vous n'avez pas de maison? » Sophie. Commença James. Mais Emma leva une main. « C'est bon, dit-elle. C'est une question juste. Non, ma puce. Je n'ai pas de maison en ce moment. J'en avais une avant, mais je l'ai perdue. »« Pourquoi ?» demanda Sophie, réellement curieuse plutôt que jugeante. Emma regarda James comme pour demander la permission de partager des vérités difficiles avec une enfant. James hocha légèrement la tête. Sophie posait la question et elle méritait des réponses honnêtes, même inconfortables. « Je suis tombée malade », expliqua simplement Emma. « J'avais un travail, un appartement, et puis je suis tombée très malade. J'ai passé longtemps à l'hôpital et quand je suis sortie, j'avais perdu mon emploi parce que j'avais été absente trop longtemps. Sans travail, je ne pouvais plus payer mon loyer. Sans loyer, j'ai perdu mon appartement. Et une fois qu'on est sans abri, c'est vraiment, vraiment dur de s'en sortir. Il faut une adresse pour trouver un travail, mais il faut un travail pour avoir une adresse. Ça devient un cercle dont on ne sort pas. » James sentit l'explication le frapper comme un coup physique. Il avait toujours vaguement supposé que le sans-abrisme résultait de mauvais choix, de faiblesse morale, d'addiction ou de paresse. L'idée qu'une personne puisse simplement tomber malade, connaître la malchance, et voir toute la structure de sa vie s'effondrer était profondément dérangeante. « C'est pas juste, » dit Sophie, son petit visage se plissant de détresse. « Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes juste tombé malade. Mon amie Maya est tombée malade l'année dernière et elle n'a pas perdu sa maison. La famille de Maya avait probablement des ressources que je n'avais pas, » expliqua doucement Emma. « De l'argent de côté, de la famille pour aider, une bonne assurance. Moi, je n'avais pas tout ça, alors quand la malchance est arrivée, je n'avais aucun filet de sécurité. »« Papa, il a plein de ressources, » observa Sophie. « Peut-être qu'il peut t'aider à avoir une maison. » James sentit tous les regards des tables voisines du café se tourner vers eux. Son malaise grimpa de plusieurs crans. C'était exactement le genre de scène qu'il voulait éviter, une conversation publique sur le sans-abrisme, les ressources et l'aide, avec sa fille le mettant au pied du mur devant l'élite new-yorkaise. « Sophie, ce n'est pas si simple, commença-t-il. « Pourquoi pas ?» l'interrompit Sophie. «
Tu dis toujours que tu veux faire une différence. Tu donnes de l'argent pour aider les gens tout le temps. Emma est une personne qui a besoin d'aide. Elle est juste là. Pourquoi tu ne peux pas l'aider? James baissa les yeux vers sa fille, puis vers Emma, qui observait cet échange avec un mélange d'espoir et de résignation, comme si elle avait appris à ne pas trop attendre des promesses des riches, mais ne pouvait s'empêcher d'espérer quand même. Il pensa à la proposition d'acquisition. Il examinait un deal à 50 millions qui ajouterait un zéro supplémentaire à sa fortune, mais ne changerait rien à la vie de quiconque. Il pensa au gala de collecte du mois prochain où il avait promis 200 000 $ à des programmes de prévention du sans-abrisme dont il pouvait se permettre, mais qui lui paraissait soudain creux comparé à la femme assise devant lui, qui avait besoin d'aide maintenant, pas après que la charité ait traité son chèque et débattu de l'allocation des fonds. Tu as raison, s'entendit-il dire, se surprenant lui-même autant qu'Emma. Sophie, tu as absolument raison. Emma, êtes-vous prête à accepter de l'aide si je vous en propose? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Quel genre d'aide? Le genre qui vous donne une chance de vous relever, dit James, son cerveau de PDG formulant déjà un plan. Mais j'ai besoin de connaître votre situation d'abord. Vous avez dit que vous étiez malade. Êtes-vous guéri? Avez-vous besoin de soins médicaux continus? Je suis guéri, répondit Emma rapidement. C'était une appendicite qui s'est infectée. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital et 1 mois à me remettre. Je suis en bonne santé maintenant. Je suis juste coincé. Vous avez de la famille? Des amis qui pourraient t'aider? Emma secoua la tête. J'ai quitté le système des familles d'accueil à 18 ans. Pas de famille. J'avais des amis, mais quand on devient sans-abri, les gens s'éloignent. C'est inconfortable pour eux, vous savez. Ils ne savent pas comment aider, alors ils finissent par arrêter d'essayer. Et vos compétences professionnelles? Que faisiez-vous avant de tomber malade? J'étais assistante administrative dans un cabinet d'avocats, dit Emma. Je suis bonne avec les ordinateurs, la gestion d'agenda, l'organisation, le service client. Je préparais en fait une certification de paralegal le soir quand je suis tombé malade. J'ai dû arrêter quand j'ai perdu mon emploi parce que je ne pouvais plus payer les cours. James prit sa décision. Voici ce que je propose. Je possède une entreprise qui s'appelle Hartwell Industries. Nous avons un programme de logement pour employés. De petits appartements que nous gardons disponibles pour le personnel en relocalisation ou en besoin temporaire. L'un d'eux est vide en ce moment. Vous pouvez y rester gratuitement pendant 3 mois le temps de vous remettre sur pied. Les mains d'Emma volèrent à sa bouche. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. En échange, j'aimerais que vous travailliez pour l'entreprise. Nous avons besoin d'une assistante administrative dans notre département d'engagement communautaire. Le salaire est de 45 000 $ par an avec avantages complets, y compris l'assurance santé. C'est un poste d'entrée de gamme, mais stable, avec des possibilités d'évolution. Je ne peux pas. Pourquoi feriez-vous ça, balbutia Emma. James regarda sa fille qui rayonnait de fierté et de joie. Parce que ma fille m'a rappelé que voir un besoin et avoir le pouvoir d'aider crée l'obligation d'aider vraiment. Pas juste d'en parler ou de faire des dons à des organisations. Vous êtes là. Vous avez besoin d'aide et je peux vous la donner. C'est vraiment aussi simple que ça. Mais vous ne me connaissez pas, protesta Emma. Je pourrais mentir. Je pourrais avoir un casier judiciaire. Je pourrais être instable ou dangereuse. Avez-vous un casier judiciaire? Demanda James. Non. Êtes-vous instable ou dangereuse? Non, j'ai juste besoin d'aide. C'est tout. Je suis juste quelqu'un qui a eu de la malchance et qui a besoin d'une chance de se relever. Alors c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, dit James. Enfin, ça est votre nom complet pour les formalités d'embauche. Emma. Emma Rose Thompson, murmura-t-elle. C'est réel. Ça arrive vraiment. Ça arrive vraiment. Confirma James. Il sortit son téléphone. Je vais appeler ma directrice des ressources humaines tout de suite. Elle s'appelle Patricia et elle est excellente pour couper court aux lourdeurs administratives. Nous allons vous installer dans l'appartement aujourd'hui, vous fournir le nécessaire immédiat, et commencer les papiers lundi. 20 minutes plus tard, Patricia avait organisé pour qu'Emma soit prise en charge et conduite à l'appartement de l'entreprise.
James lui avait donné de l'argent liquide pour les besoins immédiats, produits d'hygiène, nourriture, vêtements de base. Sophie avait donné à Emma son lapin en peluche préféré, insistant qu'Emma en avait plus besoin qu'elle. J'en prendrai soin, promit Emma en serrant le lapin usé que Sophie avait emporté partout depuis ses 2 ans. Je te le ramènerai quand j'irai mieux. Tu peux le garder, dit Sophie généreusement. Il est très bon pour faire sentir les gens en sécurité. Tu en as plus besoin que moi en ce moment. Après le départ d'Emma dans la voiture envoyée par Patricia, Sophie et James se rassirent à leur table. James annula le reste de son travail de l'après-midi, rangeant complètement son téléphone pour la première fois depuis des années. « Papa » dit Sophie après un long silence. « Oui, ma chérie. Je suis fier de toi. Tu as aidé Emma. Tu l'as vue et tu l'as aidée. » James sentit des larmes lui monter aux yeux, des larmes qu'il avait été trop occupé, trop concentré, trop ambitieux pour s'autoriser depuis des années. « Je suis fier de toi aussi, Sophie. Tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et tu n'as pas détourné le regard. Tu n'as pas trouvé d'excuses. Tu as juste voulu aider. C'est mieux que tout ce que je fais au travail. Construire des entreprises et gagner de l'argent, c'est bien. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, voir l'humanité de quelqu'un et répondre avec gentillesse, c'est ça qui compte vraiment. Est-ce qu'Emma ira bien maintenant ? Demanda Sophie. Je pense que oui, dit James. J'espère. Elle est intelligente et capable. Elle avait juste besoin d'une chance. Mais Sophie, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce qu'on a fait aujourd'hui pour Emma, ça ne résout pas complètement le problème du sans-abrisme. Il y a des milliers de personnes comme Emma dans cette ville. Toutes avec leurs propres histoires, toutes ayant besoin d'aide. Une personne qui aide une autre personne, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Sophie. On fait les deux, décida James. On aide les individus quand on peut, comme on a aidé Emma aujourd'hui. Mais on travaille aussi sur des solutions plus grandes, en soutenant des politiques et des programmes qui créent des filets de sécurité pour que les gens ne tombent pas dans les fissures comme Emma. On utilise nos ressources non seulement pour de la charité individuelle, mais pour un changement systémique. Ça a l'air dur, observa Sophie. Ça l'est, admit James. Mais construire une entreprise aussi, c'était dur, et je l'ai fait. Élever une fille tout seul aussi, c'est dur, et je le fais, même si pas aussi bien que je devrais. Dur ne veut pas dire impossible. Ça veut juste dire que ça demande du travail, de l'engagement et de se soucier plus du résultat que du confort. Au cours des semaines suivantes, Emma s'épanouit dans son nouveau rôle chez Hartwell Industries. Elle était tout ce qu'elle avait prétendu être, intelligente, organisée, fiable et reconnaissante sans être obséquieuse. Elle se donna à fond dans son travail, déterminée à prouver que la confiance de James n'était pas mal placée. Patricia, la directrice RH, devint sa mentor, l'aidant à naviguer dans la culture d'entreprise et son développement professionnel. D'autres employés, apprenant la situation d'Emma et la manière dont elle avait été embauchée, commencèrent à partager leurs propres histoires de lutte et de rétablissement, créant une culture d'ouverture qui n'existait pas auparavant. James mit en place des changements plus larges. Il établit un partenariat formel avec une organisation d'aide aux sans-abri, créant un programme qui embauchait des personnes sans domicile pour des postes d'entrée de gamme tout en offrant un soutien au logement. Il révisa les politiques de l'entreprise pour inclure des congés maladie plus généreux et des fonds d'assistance d'urgence. Conscient qu'une seule crise ne devrait pas détruire toute une vie, il commença aussi à emmener Sophie faire du bénévolat dans une banque alimentaire le week-end, voulant s'assurer que son élan d'aide soit nourri et développé plutôt que de rester un simple moment de compassion enfantine qui s'effacerait en grandissant. 3 mois après ce déjeuner sur la 5e avenue, Emma vint dans le bureau de James. Elle paraissait transformée, en bonne santé, confiante, habillée professionnellement, ne portant plus aucune trace visible du traumatisme qu'elle avait traversé. « Je voulais vous donner des nouvelles de ma situation, dit-elle. J'ai économisé assez pour un dépôt sur mon propre appartement maintenant. Pas un des logements de l'entreprise, mon propre chez moi. Je déménage ce week-end. C'est formidable, dit James sincèrement. Je suis vraiment heureux pour vous. Je voulais aussi vous rendre ceci, dit Emma en sortant le lapin en peluche de Sophie de son sac. Il a été mon réconfort pendant tout ça, mais je pense que Sophie pourrait le vouloir de retour maintenant. Garde-le, dit James. Sophie te l'a donné. Elle voudrait que tu le gardes comme rappel que tu n'es pas seul. Que des gens tiennent à toi.
Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Je peux vous demander quelque chose? Pourquoi avez-vous vraiment fait ça? Je sais que Sophie vous a demandé de m'aider. Mais vous auriez pu juste me donner de l'argent et partir. Vous m'avez donné un travail, un logement, une vraie chance de reprendre ma vie. Personne ne fait ça. Alors pourquoi? James réfléchit à une réponse honnête. Parce que j'étais devenu quelqu'un que je ne voulais pas être. J'avais passé des années à construire de la richesse et du succès en oubliant pourquoi tout ça avait de l'importance. Ma fille me l'a rappelé de la manière la plus directe et la plus inconfortable possible, les ressources créent des responsabilités. Voir la souffrance et avoir le pouvoir de l'alléger crée l'obligation d'agir vraiment, pas juste de se sentir mal ou de faire des gestes symboliques. Il marqua une pause. Mais aussi parce que votre histoire m'a fait peur. Vous avez tout fait correctement. Vous avez travaillé dur. Vous aviez un emploi. Vous essayez de construire une meilleure vie grâce aux études. Et une crise médicale a tout détruit. Si ça pouvait vous arriver à vous, ça pouvait arriver à n'importe qui. La société ne devrait pas fonctionner comme ça. Les gens ne devraient pas être à une maladie ou un salaire près de tout perdre. Donc vous m'avez aidé pour vous sentir mieux, demanda Emma, sans accusation dans le ton, juste une curiosité honnête. En partie, admit James, mais aussi parce que c'était la bonne chose à faire. Et parce que je voulais sincèrement vous voir réussir. Les deux peuvent être vrais en même temps. Je peux en tirer un bénéfice personnel tout en me souciant vraiment de vous en tant que personne. Emma sourit. Eh bien, merci pour tout. Vous avez changé ma vie, monsieur Hartwell. Vous et Sophie. Je n'oublierai jamais. 5 ans plus tard, Emma était directrice de l'engagement communautaire chez Hartwell Industries, supervisant le programme d'embauche de sans-abri qui était passé d'une expérience isolée à un modèle adopté par des entreprises dans tout le pays. Elle avait terminé sa certification de paralegal et suivait maintenant des cours du soir pour un diplôme en travail social. Elle n'avait jamais oublié ce déjeuner sur la 5e avenue, quand une petite fille de 5 ans avait vu sa faim et demandé à partager, quand un PDG milliardaire avait été mis au défi par sa fille d'être meilleur et avait réellement relevé le défi. Sophie, désormais âgée de 10 ans, faisait toujours régulièrement du bénévolat, même si sa compréhension des questions sociales s'était faite plus nuancée. Elle ne croyait plus que